super. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu en liaison avec le point de Jean-Christophe. Je voudrais vous parler des conversations difficiles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une conversation difficile? Eh bien, le Harvard Negotiation Project, vous savez que ce sont un groupe de gens que nous aimons bien, puisqu'ils ont proposé des méthodes de négociation qu'on utilise et qu'on promeut chez Melchior Chassagne et compagnie. Ce n'est pas les seules méthodes de négociation qui existent, mais ça fait partie des bonnes méthodes de négociation. Et ils ont dit quelque chose qui traduit bien pourquoi c'est difficile d'avoir une conversation. C'est parce qu'en général, c'est une conversation qui va avoir un impact important. En tout cas, on a la perception qu'elle va avoir un impact important. Et si on va plus loin, en tant qu'entrepreneur, on se retrouve parfois dans une situation difficile parce que avec un collaborateur, il y a de la tension, mais ça peut être aussi avec un client, un fournisseur ou un partenaire. Ça peut être aussi avec un associé, et tous les entrepreneurs qui ont des associés comprennent parfaitement de quoi je parle. Et puis ça peut être aussi, bien sûr, comme chaque entrepreneur est aussi un être humain, avec son conjoint, avec un de ses parents ou avec un enfant. Et cette situation difficile, elle a pour conséquence qu'il va falloir échanger pour essayer de transformer la situation. Et donc c'est très compliqué. Alors, première chose, pourquoi est-ce que c'est compliqué? Parce que, évidemment, il y a un enjeu qu'on perçoit comme important, voire crucial. Et ça peut nous paralyser. Deuxième chose, on ne voit pas de solution évidente. Vous savez, quand on est dans une situation difficile, mais qu'on voit à peu près comment en sortir, alors on n'est pas paralysé. On va assez intuitivement, parfois à tort, être dans l'action tout de suite. On va se mettre dans l'action puisqu'on voit une possibilité d'action. C'est parfois compliqué parce que on a des opinions très différentes. Et là, vous savez, c'est ce qu'évoquait Jean-Christophe tout à l'heure, on perçoit la réalité en fonction de notre histoire, de notre point de vue, de nos biais culturels et cognitifs. Et donc la notion de vérité est compliquée. Parfois, on voit bien que sur le même sujet, on peut avoir des opinions différentes, voire radicalement différentes. Et enfin, on a des émotions. Et l'émotion vient parfaitement perturber ce qui pourrait être une analyse plus rationnelle. Donc vous voyez bien que quand on a à la fois un enjeu important, qu'on ne voit pas de solution, qu'on perçoit que les parties ont des opinions très différentes, et qu'on est sous le coup de l'émotion, c'est presque impossible d'avoir une conversation. Et donc on l'évite. Hein, parce que, bien sûr, on a peur d'être blessé, parce que on a peur de faire empirer la situation. Quelque part, ne pas en parler, on peut se permettre d'imaginer que les choses ne vont pas empirer. Plus intéressant, et on en parlait avec l'agressivité, quand vous êtes en désaccord potentiel avec quelqu'un, ça réveille votre instinct de fight. Hein. Vous vous souvenez sans doute, par votre expérience personnelle ou dans des livres ou des films que vous avez vus, allez, on sort et on va régler ça dehors. Hein. On est généralement dans une situation de conflit, et la solution que trouvent les protagonistes, c'est d'aller régler ça à coups de poing et à coups de pied, en général derrière le bar ou dans la cour. Eh bien, c'est un instinct très fort. C'est un instinct qui est câblé dans nos cerveaux, et même si on n'en arrive pas jusqu'à aller frapper l'autre, eh bien, vous avez en vous-même cette pulsion de le faire. Donc éviter la conversation, ça devient éviter la bagarre. Et puis il y a une dernière réalité, c'est que quand on est entrepreneur, on gère 50 problèmes simultanés. Et donc, très facilement, votre cerveau va vous proposer de gérer l'urgent
plutôt que l'important. Donc la conversation difficile que vous souhaitez avoir, que vous envisagez d'avoir ou qu'il faudrait avoir, eh bien elle passe au second plan. On verra bien demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine et finalement, évidemment, elle n'a pas lieu. Et donc, je voulais partager avec vous une méthode pour aborder les conversations difficiles. Parce que vous le savez, si on la laisse de côté, eh bien, ça va empirer, puisque cette conversation, elle est attendue finalement par les deux protagonistes. Donc voici la méthode que j'ai utilisée cette semaine avec deux entrepreneurs associés qui étaient dans une phase où ils allaient progressivement partir dans des directions différentes. C'était visible depuis quelque temps, ça avait commencé à être évoqué en modifiant les rôles des deux associés à l'intérieur de l'entreprise, mais l'éléphant dans la pièce, qui était avons-nous encore un avenir ensemble, avait jusqu'à maintenant été soigneusement évité. Et donc voilà comment j'ai fait. D'abord, vous voyez, c'est une page blanche, hein. Visiblement, faut tout vient d'un coup. D'abord, on a préparé l'entretien. Et on a préparé l'entretien avec l'un des deux en l'obligeant à définir ce qu'il voulait obtenir de cette conversation. Ça se fait pas en 5 minutes, ça se fait pas entre deux portes, ça se fait au calme. Parce qu'une fois qu'on a à peu près purgé ça, c'est-à-dire qu'est-ce que l'un d'entre eux au moins veut obtenir de la situation, en l'occurrence vous, qu'est-ce que vous voulez obtenir dans la discussion, ça va devenir un guide pour le reste de la conversation. Deuxième point important, choisissez un endroit approprié. Alors il a quelles caractéristiques cet endroit approprié? D'abord, il est apaisant. Puisqu'on est dans une situation d'une conversation difficile, il faut éviter de le faire dans un environnement qui ne s'y prête pas. Par exemple, au milieu du bureau avec tous les collaborateurs. Not good. D'accord? À un moment où l'un des deux est fatigué. Not good. Bon. Ce que vous voulez, c'est que le lieu permette de créer une sensation de sécurité, mais dans laquelle vous n'êtes pas face à face. Vous ne voulez pas que la situation puisse être interprétée comme un combat, comme un risque d'une confrontation. En l'occurrence, je les ai invités à déjeuner et je les ai assis côte à côte en face de moi. Alors vous le savez, quand vous êtes assis côte à côte avec quelqu'un, vous regardez dans la même direction, d'accord? Et donc vous n'êtes pas en confrontation, vous ne voyez que du coin de l'œil l'autre personne, vous pouvez tourner la tête, mais vous n'êtes pas face à face. Et donc c'est beaucoup moins inquiétant d'un point de vue de l'agressivité dont parlait Jean-Christophe tout à l'heure. Pourquoi je les ai invités à déjeuner? Parce que lorsque vous êtes en train de déjeuner, finalement, vous avez une occupation qui est de manger ce qu'il y a dans votre assiette, de boire ce qu'il y a dans votre verre et de participer à une organisation un peu sociale, hein. Il est convenu que lors d'un repas, sauf exception, on est en paix. Ce qui fonctionne bien également, je le partage, c'est d'aller se promener. Si vous avez la possibilité de sortir du cadre habituel du travail et de marcher à nouveau côte à côte dans un environnement calme, ça peut être dans un parc, ça peut être dans une forêt, ça peut être simplement faire le tour du pâté de maison, d'accord, du moment qu'on a la possibilité d'avoir finalement quelque chose d'apaisant. Une fois que vous avez fait ces deux premières choses-là, donc vous savez ce que vous voulez obtenir, et vous avez choisi le lieu et l'endroit pour avoir un cadre apaisant, vous démarrez la conversation en indiquant votre inquiétude. Finalement, vous posez le problème tel que vous le percevez. D'accord? Et juste après ça, vous vous taisez et vous écoutez.
Autrement dit, vous êtes l'étincelle qui démarre la conversation, et tout de suite après, vous laissez la parole à l'autre personne et vous l'écoutez sans l'interrompre, même si ce qu'il vous dit, vous ne le comprenez pas, même si vous avez envie de le faire clarifier, vous ne dites rien, quelle que soit la durée pendant laquelle la personne va parler. En l'occurrence, il y a quelques jours, presque 20 minutes. 20 minutes sans interruption. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça veut dire que l'autre personne va avoir à la fois la possibilité de vous dire ce qu'elle a sur le cœur, et à la fois, elle va dérouler d'elle-même sa pensée jusqu'à arriver à son terme. D'accord? Et ça, c'est très important. À ce stade, évidemment, l'envie, c'est de répondre et de reprendre à mon tour 20 minutes pour te dire ce que je pense de ce que tu viens de me dire. Eh bien, il va falloir réfréner cette envie et à ce stade, faire une pause. Faire une pause en disant, écoute, j'ai entendu, je te remercie, ça fait beaucoup d'informations, j'ai besoin de comprendre et de réfléchir à tout ça. Je te propose qu'on s'arrête là et qu'on se revoie demain, lundi prochain, dans un délai assez court. Qu'est-ce qui se passe si vous avez fait ça? Vous avez initié un processus de résolution de conflit. Et vous l'avez fait d'une façon qui est gérable par rapport à vos propres émotions. Alors évidemment, si à la fin, votre associé, votre conjoint, votre fournisseur, votre collaborateur, quand il a fini de parler, vous l'attrapez par la gorge en lui disant « Mais tu n'es qu'un sale abruti et je t'étrangle maintenant parce que je ne veux plus jamais te voir », ça ne fonctionne pas. Donc il faut gérer son émotion qui fait un pic à ce moment-là. Parce que on vient de vous dire quelque part vos 4 vérités. Si vous êtes capable de résister à ce moment-là et donc de décaler la suite du processus à quelques jours, alors vous aurez le temps de reprendre le contrôle de vos émotions. Mais la personne qui est également dans ce dialogue avec vous, elle aussi va reprendre le contrôle de ses émotions. Et donc lorsque vous initierez la 2e séance de dialogue, eh bien vous vous retrouverez dans une situation un peu plus apaisée et où vous aurez beaucoup d'informations pour essayer de trouver une piste de solution. En conclusion, 3 points. Les conversations qu'on évite reviendront vous hanter. C'est le boomerang qu'on le lance. Je vous rappelle, plus on le lance fort et loin, plus il revient vite. Et le boomerang qui revient vite, ça peut faire mal. Donc, à repousser ces conversations, vous achetez des problèmes futurs plus importants. C'est un talent fondamental pour un entrepreneur que de savoir gérer ces conversations difficiles. On peut même dire qu'il y a une corrélation très nette entre le fait de passer à travers les difficultés en construisant des ponts et des solutions vers l'avenir et le fait d'avoir des conversations difficiles. Dit différemment, personne d'autre dans votre organisation ne les aura à votre place, puisque c'est tellement plus facile de s'en remettre à vous et que finalement vous êtes le dernier recours de la conversation difficile. Donc c'est un talent nécessaire qui s'améliore avec l'expérience. Vous avez souvent entendu parler de la courbe d'expérience, c'est globalement plus je fais quelque chose et plus c'est facile de le faire. Repensez à la première fois où vous avez appris à nager ou à faire du vélo, c'était probablement pas brillant. Et puis vous avez persévéré et puis aujourd'hui vous êtes peut-être capable de grimper et de descendre un beau col des Alpes ou des Pyrénées sur votre beau vélo tout léger. Mais c'était pas le cas au début. Eh bien les conversations difficiles n'échappent pas à la règle. Plus vous en aurez, plus vous saurez les manager. Voilà, j'espère que c'est un sujet qui vous permettra concrètement dans les prochains jours ou dans les prochaines
semaines, de faire face à des situations que vous avez laissées derrière vous depuis trop longtemps. Et il y aurait beaucoup à dire sur le courage que ça prend, le courage de l'entrepreneur et peut-être un bon thème pour une prochaine chronique. Merci, merci beaucoup, Patrick. Est-ce que vous avez des questions pour Patrick? Qu'est-ce que vous inspire cette chronique? Alors, moi j'aurais une question, mais dans le temps de Zoom, comment on fait pour trouver pour créer un bon environnement pour la conversation? Alors c'est partiellement résolu par la visioconférence. Puisque toi et moi, nous sommes à distance, nous n'avons pas de possibilité de faire autre chose que d'échanger des injures. Mhm. Mais la facilité de considérer l'autre comme quelqu'un qu'on doit agresser ou dont on doit se défendre, finalement, disparaît un peu, de par le fait qu'on n'est pas face à face euh, physiquement. Ok. Après, ça n'enlève rien à ce que j'ai dit. Si tu sais ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux obtenir? Si tu es dans la logique d'un moment apaisé, par exemple, tu fais pas ça en public, tu fais ça en one-to-one. Si tu fais ça à un moment où tu n'es pas fatigué, donc tu fais ça plutôt un matin ou un moment où tu as eu le temps de te reposer, si tu fais ça à la fin de ta semaine, alors que t'as travaillé pendant presque 50 heures d'affilée et que tu sais plus exactement réfléchir correctement, c'est pas la même chose. Voilà, donc ça s'applique encore, mais quelque part c'est un peu plus facile. En revanche, c'est moins fort. C'est moins fort pour Ok. la personne qui est en face parce elle a pas vu forcément, et pas ressenti que tu l'écoutais vraiment.